Après cette vidéo, on va enfin atteindre les 100 cartes révélées du set numéro 4. Donc on aura la moitié, et donc on commence un petit peu à se faire une idée de ce qu'il va y avoir. Et mine de rien, encore une fois, ça va être un set qui va pas mal chambouler la méta, je pense. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Arcana. On continue la folie des spoils, une énorme semaine pleine de révélations et pleine de contenu vidéo. J'espère qu'avoir un rythme aussi soutenu vous plaît, parce que je vous assure que ça ne sera pas tout le temps le cas, très clairement. On est là pour parler des 31 nouvelles cartes que j'ai notées. J'avais marqué 32, mais il y en a une qui est en très mauvaise qualité, j'ai pas osé vous la mettre. C'était la belle qui coûtait pas cher. Donc on verra dans une prochaine vidéo quand j'aurai trouvé une version jolie. En attendant, 31 nouvelles cartes qu'on va pouvoir vous présenter. Et j'ai hâte de voir tout ça avec vous. Il y a pas mal de choses en vrai qui sont super intéressantes. Pas mal de choses comme d'habitude qui sont mais. On va pas perdre trop de temps parce qu'on a beaucoup de cartes. J'espère pas faire une vidéo trop longue à la fois pour vous, mais aussi parce que là je suis juste avant les préparatifs pour le live de ce soir. Enfin de ce soir. Le live du vendredi d'hier du coup pour vous, vu que la vidéo sort samedi normalement. Mais donc voilà, on est là pour essayer de faire ça bien et proprement. On commence avec Hercule, un nouveau Hercule qui n'est pas alter lui, donc c'est assez intéressant. Pour 6 ancrable, 6-5 de l'or, résistance 1, donc c'est quand même un peu comme une 6-6. Et donc rempart, donc un perso rempart qui est quand même assez costaud. Un perso rempart qui ne résiste pas, bah oui malheureusement encore une fois, 5 de vie résiste 1 ça ne suffit pas. Et un perso rempart qui a de l'or, donc pourquoi pas dans un deck rempart avec du petit genre, tout ça, vous connaissez un peu l'histoire maintenant. Dès que je pense à des personnages remparts, je pense à des trucs comme ça. Tel quel, je n'y crois pas des masses, parce que je trouve que le Hercule alter est plus intéressant déjà, parce qu'il est alter, premièrement, mais parce qu'il a des stats vraiment pas mauvaises lui aussi, donc là, ce Hercule là, je n'y crois pas beaucoup, malheureusement. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire dessus, pas de capacité incroyable à développer, c'est un héros. Et vous allez voir que les héros, on va beaucoup en parler comme, par exemple, super transition, avec cette deuxième carte, Anna, True Hearted, Anna au vrai cœur, un truc dans le genre, pour 4 ancrables, 2, 4, 2 de l'or. Quand ce personnage part à l'aventure, tous vos autres personnages héros ont plus 1 de l'or pendant ce tour. Et autant qu'on parle de Mulan, par exemple, qui donne plus 1 de l'or quand elle bannit quelqu'un, et qu'on dit que c'est pas ouf parce qu'il faut avoir du board mais il faut aussi avoir des solutions de bannir. Ici ça enlève un gros défaut. C'est qu'ici, le perso il n'a pas besoin de bannir des persos en face. Il n'y a pas de condition par rapport à l'état du board d'en face. La seule condition c'est d'avoir des héros à côté. Et ça change pas mal de choses parce qu'avoir juste un ou deux héros qui ont quelques points de l'or de plus, ça peut être super intéressant. Maintenant en bleu, je sais pas si jamais il y a tant de héros qui sont des choix, faut voir, peut-être trouver un deck avec des bons héros, du bon lore et faire des trucs sympatoches. Mais d'ailleurs au niveau des stats, 2-4 de lore c'est presque ok, elle a juste 1 d'attaque de moins que la fameuse maléfique qui est super nulle. Mais elle a une capacité incroyable à côté qui pourrait vraiment profiter à un deck soit qui fait un peu de swarm, soit qui cherche à rush, soit juste qui veut avoir des solutions pour faire un peu plus de lore facilement. Pour 3, Fade of Ice, donc le champ de glace, c'est un objet, donc ça se pose, ça reste en jeu, et quand vous jouez un personnage, il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour, et en fait, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que premièrement, votre personnage qui vient d'arriver en jeu, à moins qu'il les charge, il va rien faire. Donc il va pas pouvoir attaquer, ni pouvoir s'incliner. Du coup, le fait qu'il est résistant 1, ça a peu d'intérêt, à part pour esquiver des dégâts directs du gris par exemple. Vraiment, ça fait pas grand chose. Et en fait, si ça c'était dans une autre couleur, genre violet ou rouge, là où il y a beaucoup de personnages avec charge, là on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais là, en bleu, honnêtement, j'y crois pas des masses. Alors certes, si on joue avec violet ou rouge, on peut donner des bonus aux personnages qu'on charge. Franchement, autant jouer tout simplement Big Ben qui fera le même effet, sauf qu'il l'offra tout le temps, il a hors d'atteinte, il a du lore, bref, c'est beaucoup mieux. Je pense pas qu'il y a la place dans le moindre deck pour le champ de glace. Aurore, alors c'est en allemand, mais ce coup-ci j'ai pensé à prendre les traductions en amont, et donc je peux vous dire que cette Aurore est évidemment un Alter 2. Alter 2 c'est vraiment pas cher, pour 4, 3-3 de l'or sur des stats correctes vu le nombre de kappa qu'il y a derrière, parce que cette Aurore, elle fait vraiment un taf de dingue. Cette Aurore, premièrement, sa première capacité, elle est très simple, l'adversaire ne peut pas choisir vos objets. Ça veut dire que toutes les capacités qui permettent de choisir des objets pour les bannir ne fonctionnent pas. Elle fait une sorte de hors d'atteinte pour les objets. C'est super intéressant. Et assez drôle parce que l'autre Aurore fait hors d'atteinte pour les personnages. Donc au final, les Aurores font du hors d'atteinte pour les autres. Je trouve ça assez rigolo comme thématique. Et la deuxième capacité, déjà, je veux dire, rien que ça aurait suffi. Rien que ça, déjà, on serait dit, ah ouais, ok, pas mal, je peux jouer mes sous-fétiches et mes plumes en forme d'arête sans avoir peur qu'ils se fassent bannir par du gris.
Mais non, il y a encore mieux. On peut incliner un de ces objets pour regarder la première carte du dessus du deck et décider de la garder au-dessus ou de la mettre en dessous. Ça fait une sorte de mini... pas chaudron, mais pas loin, enfin bref. Mini chaudron, voilà on va dire, en inclinant une carte, objet. Donc, si vous n'avez pas besoin d'ancrer, bah clairement, vos plumes en forme d'arête peuvent faire ça. Et surtout, des cartes comme les glaces à l'eau, qui n'ont aucun effet, qui n'ont aucun problème à être inclinées, qui peuvent justement être utilisées en tant que mini chaudron d'Ursula. Je trouve cette carte ultra intéressante. Je pense qu'elle a peut-être une place dans les decks bleu-rouge ou les decks bleu-gris actuels, qui ont un intérêt quand même assez fort, un intérêt de ouf, à pouvoir regarder les cartes du dessus du deck et à choisir ce qu'elles prennent. Vraiment, carte intéressante. Je sais pas ce qu'elle sera jouée, mais elle a clairement du potentiel. Alma Madrigal. Alors celle-ci, pour 3 non ancrables, 1-3-2 de l'or. Non ancrable, pourquoi? Parce que la capacité est très intéressante. Quand on la joue, on peut chercher un personnage Madrigal dans le deck. N'importe lequel, dans tout le deck. On fait ce qu'on veut. On choisit le Madrigal de notre choix, et on le met au-dessus du deck. Entre temps, on mélange le deck, évidemment, parce qu'on l'a regardé, mais on le mélange le deck et on met le Madrigal au-dessus du deck. Donc c'est une sorte de tuto. Pour ceux qui ne connaissent pas les tutos, c'est tout simplement des choses qui permettent d'aller chercher des cartes précises dans le deck. Mais là, c'est un tuto de psychopathe. Parce que vous allez chercher la carte Madrigal que vous voulez dans le deck. Certes, vous devez attendre un tour avant de l'avoir. Mais si vous avez un moyen de piocher, déjà vous l'avez direct. Et de toute façon, même si c'est au-dessus du deck et que c'est pour que le prochain tour, c'est quand même super efficace. Il faut quand même le révéler. Donc l'adversaire sait ce que vous allez piocher. Mais je trouve cette carte très intéressante. Maintenant, il faut voir s'il y a des Madrigal assez fort, mais du coup si jamais on a des decks Madrigal qui ont besoin de cartes particulières pour fonctionner, et ben ça pourrait clairement faire des choses assez cool. Minnie Mouse pour 5 non ancrables, 1-5-2 de l'or, elle est héros, elle est mousquetaire, attention ça peut être toujours intéressant les mousquetaires, avec le tabard du mousquetaire en gris, qui fait que les decks gris-jaune mousquetaire pourraient peut-être un jour être joués, vu qu'à chaque mousquetaire qui est banni, et ben on gagne une carte, donc ça permet de tenir le coup. Elle a rempart, mais surtout, quand on la joue, on peut bannir un personnage adverse qui a 5 d'attaque ou plus. Alors, 5 d'attaque ou plus, c'est pas quelque chose d'aussi courant que ça dans l'Arcana. C'est même plutôt assez rare. Il y a quelques candidats comme Maui, comme par exemple Cendrillon A7, des rares trucs dans le genre, voilà, Maléfique, Dragon, des trucs comme ça. Mais des cartes vraiment très jouées qui ont 5 d'attaque, il y en a peu de base. Et du coup, il faudra avoir des boosts de force. Alors évidemment ça combote bien avec la reine en alter parce qu'elle peut donner de la force aux adversaires. Et tout comme avant on jouait le plus grand génie du mal, eh bien ça marchera aussi avec cette Minnie Mouse. Maintenant c'est quand même des setups très particuliers, c'est pas si simple que ça à pouvoir rentrer. Et du coup je suis un peu dubitatif. Si on a des boosts de force assez conséquents pour l'adversaire ça pourrait être utile. Mais en jaune on a plus tendance à baisser la force adverse qu'à la monter. Donc j'ai un peu de mal à l'imaginer être tant joué que ça. Un petit Stitch 2-3 pour 2, Stitch nul, voilà, c'est un Stitch supplémentaire pour pouvoir faire de l'alter de Stitch Rockstar, à part ça je ne trouve pas d'intérêt, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Je passerai rapidement sur les cartes Vanilla, vous le remarquez. Nous avons la bougie miracle, la Miracle Candle, pour 2 ancrables, un objet. Cet objet, les développeurs ils sont arrivés, enfin en gros le développeur il est arrivé devant une personne, il lui a demandé « Tu veux combien de mécaniques différentes ?» pour ton objet, et la personne lui a répondu oui. Cet objet, quand vous le bannissez, si vous avez 3 personnages en jeu, vous pouvez gagner de l'or, et en même temps vous pouvez enlever 2 points de dégâts, mais à un lieu. Donc il faut avoir 3 persos en jeu, un lieu qui a du dégât. Commence à faire pas mal de conditions pour rendre vraiment l'item super efficace. Donc tel quel, non, je ne crois pas des masses à la bougie miracle, hein. Bien que pouvoir gagner 2 de l'or si on a 3 persos en jeu, ça va souvent se faire. L'autre capacité est pas folle. Et honnêtement, est-ce qu'on va vraiment s'amuser à jouer pour 2 un truc qui fait juste 2 de l'or si on a 3 personnages en jeu, etc. Ça fait beaucoup de conditions. Je ne pense pas trop. On a d'autres choses à jouer en nombre que ça. Pour 5, Dang ou Talon Chief, la chef donc du clan de la Talon, c'est j'allais dire le talon, non mais c'est la griffe, c'est le pied. Bref, vous m'avez compris. La serre, en soi. Pour 5 ancrables, 3-5 de l'or, et elle va donner à tout personnage méchant soutien. Alors, en fait, clairement, on la compare avec Alice. Parce qu'Alice, elle donne soutien à tout le monde. Alice coûte 1 de moins, elle a certes de moins bonnes stats, mais elle donne soutien à tout le monde, et par contre, surtout, si elle monte à 10 de force, elle gagne 4 de l'or, ce qui a fait un 5 de l'or. Donc, franchement, j'ai du mal à l'imaginer. Il n'y a pas tant de vilains que ça, enfin, tant de méchants que ça en bleu, c'est pas la couleur, il y en a le plus. J'ai du mal à la voir jouer honnêtement, la capacité avec soutien.
En fait, avoir soutien, c'est soutien si tu joues Alice, mais Alice donne soutien. Donc en vrai, c'est un peu le problème de bleu, c'est qu'il y a plein de persos avec soutien. Mais du coup, on les joue pas parce qu'il n'y a pas tant de synergie que ça de base avec soutien. Ce qui est un peu dommage. Donc malheureusement, pas grand chose de plus à dire sur cette carte-là. Je ne pense pas qu'elle sera jouée. Belle mystique accomplie pour 5 ancrables, 4/4 de l'or. On a enfin des belles en améthyste. Rappelez-vous, il y avait la rose qui demandait un peu d'avoir des belles et des bêtes en améthyste. Maintenant, on sait qu'on a des belles. Elle a alter, ce qui est très intéressant. Et donc, 4/4 de l'or pour 5. Alter 3. Donc, on peut la jouer sur des belles moins chères. Mais bon, en même temps, la belle la moins chère pour l'instant, elle coûte 3. Donc, c'est pas si ouf que ça. Parce que du coup, il faudrait une belle à 2 pour que ce soit super efficace. Mais quand on joue ce personnage, on peut déplacer jusqu'à 3 jetons de dégâts d'un personnage à un autre personnage adverse. Donc ça fait à la fois du soin et des dégâts. C'est un peu trop conditionnel à mes yeux pour être pleinement efficace. Après, évidemment, attention, en violet, on a pas mal de personnages qui vont chercher la bagarre. Et du coup, vu qu'on cherche la bagarre, on se fait blesser. Et si jamais les blessures ne sont pas gérées, on peut essayer d'en profiter pour gérer des personnages adverses. Il y a peut-être des trucs à faire là-dessus. Maintenant, honnêtement, à moins qu'il y ait vraiment des combos de ouf avec une bête et du coup avec la fameuse rose mystique, j'y crois pas des masses. Theb, alors Theb, très intéressant. Theb me fait un peu penser au Snuggly Duckling, mais avec des stats un peu différentes, car ici pour 2, on a un lieu qui a 7 de vie. Il suffit de payer seulement 1 pour entrer dedans, contrairement au Snuggly Duckling où c'est 2. Et durant votre tour, quand un personnage bannit un autre personnage durant un challenge, en étant ici, on gagne de l'or. Alors, tous les gens qui m'ont vendu Scar avec le Snuggly Duckling, ça, c'est un lieu avec lequel ça fonctionne. Ça coûte que 1 pour rentrer dedans. Et de toute façon, votre Scar, il bannit de base. Donc, certes, avec le Snuggly Duckling, il fait 3 de l'or, mais c'est vachement plus embêtant à sortir. Parce que ça coûte 1 de plus. Et le 1 de plus change pas mal de choses en vrai. Ici, on peut le faire pour moins cher. On fait quand même 2 de l'or par bannissement. Ça peut être intéressant. De manière générale, en gris, on a tendance à aimer bannir les personnages. Pas forcément avec des défis, mais on a pas mal de personnages qui jouent là-dessus, donc ça peut être cool. Et évidemment, ce qui serait super intéressant, c'est un deck gris-violet avec de l'inclinaison pour les personnages d'en face pour forcer les combats, profiter d'avoir des personnages inclinés adverses pour les attaquer avec les vôtres, gagner du lore, etc., etc. Imaginez quand même que Robin des Bois, qui arrive au tour 3, tour 1, Petit Robin. Tour 2, Theb. Tour 3, Robin des Bois. Tour 4, on le met dedans, on attaque. Bref, ça peut être des trucs intéressants. Pourquoi pas. La grotte d'Ariel, pour 2 ancrables, il faut 2 pour entrer dedans, et ça a 7 de vie. C'est une carte super forte à mes yeux dans la méta actuelle, parce que quand vous avez 3 objets ou plus en jeu, ce lieu gagne plus de l'or. C'est une sorte de manoir de Picsou qui coûte moins cher, avec moins de vie, mais avec une condition qui n'est pas si dure que ça à accomplir pour que ça fonctionne. Et vu qu'on peut jouer dès le tour 2, on peut très bien imaginer tour 1. Bon, alors, faut pas tomber sur du rush en face. Hein. Mais tour 1, glace à l'eau. Tour 2, la grotte d'Ariel. Tour 3, plume en forme d'arête. Et au tour 4, déjà, le lieu peut facilement avoir de l'encre en jouant un personnage à 3. Bref, il y a des trucs à faire. Maintenant, faut voir. Il faut avoir les objets en jeu. Il faut avoir de quoi protéger ce lieu. Ce qui n'est pas forcément dit. Après, au pire, si l'adversaire s'amuse à fracasser ce lieu plutôt qu'à faire du lore, ça vous fait gagner du temps et c'est tout bénef pour vous en général quand vous jouez bleu. On continue avec le grand dragon de pierre pour 3 ancrables. C'est une sorte de plume en forme d'arête mais un peu revisitée. Parce qu'elle rentre en jeu inclinée. Donc déjà vous ne pouvez pas vous en servir le tour où elle arrive. Par contre derrière vous pouvez mettre un personnage de votre défausse dans votre encrier incliné face cachée. Donc c'est une plume en forme d'arête qui ne peut pas agir le tour où elle arrive, qui a besoin d'avoir des personnages dans la défausse pour fonctionner, mais elle prend pas des cartes de votre main, donc elle laisse votre main tranquille. Et ça change tout. C'est du card advantage. Et le card advantage, on aime. Et donc pouvoir faire à la fois du card advantage tout en... J'arrive plus. En tout en faisant du ramp, j'ai bugué, pardon. Donc du card advantage tout en faisant du ramp en mettant des cartes en encre en plus. C'est super intéressant. On pourrait imaginer peut-être, pourquoi pas, un deck bleu-gris dans lequel on s'amuserait avec des Simba et des Cendrillon, mettre des cartes dans la défausse dès le début de la partie, des personnages, pour pouvoir les mettre ensuite en encre grâce à ce grand dragon de pierre et du coup, au final, créer un certain card advantage dès le début de la partie. Ça peut être intéressant. C'est une piste à explorer. Je pense que de manière générale, la plume en forme d'arête reste meilleure parce qu'elle peut être utilisée le tour où elle arrive et du coup, on a un tour 5 incroyable derrière. Mais tel quel, franchement, déjà, ça peut faire des trucs sympas. Pégase, ou autrement dit... Pegasus. Pour 5 ancrables 3-3 de l'or, il a un alter 3. Et vous vous souvenez,
qui a un petit Pégase, qui coûte 1 et qui est insaisissable déjà. Et ben, ça va être un combo incroyable pour l'émeraude qui gagne 2 cartes ancrables, ce qui est assez rare à noter, qui sont fortes. Parce que là, on a une 3-3 évasif avec 2 de l'or pour 5, ce qui est déjà bien. Mais en plus, quand on joue ce Pégase, si on la altère, tous nos personnages gagnent aussi insaisissable jusqu'au début du prochain tour. Et du coup, si vous aviez des ondins ensorcelés, si vous aviez des Flynn Riders, si vous aviez des trucs intéressants dans le genre, qui font du lore et que l'adversaire a envie de fracasser durant les tours qui suivent, eh bien, vous les protégez. C'est une excellente carte de rush. Jaune-vert vient de gagner une carte de rush incroyable. Vraiment, ultra bonne carte. Rien à dire sur cette carte, elle est trop bien. Et en plus, le design est cool, flou dedans intéressant, j'ai mis la petite armure qu'il a. Non, franchement, Pégase, celui-là, il est vraiment trop cool. Atlantica, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Atlantide du coup, parce que c'est vraiment Atlantica, c'est dans la petite sirène. Je sais pas comment c'est en français, donc je vais dire Atlantica dans le doute. Pour 1 lieu à 6 de vie, ce qui est assez rare pour être noté, 2 pour entrer dedans, et les personnages qui sont dans ce lieu comptent qu'en ayant plus 2 de coups pour chanter des chansons. C'est incroyable. C'est super fort. Parce qu'avec les grosses chansons Sing Together qu'on va avoir déjà, bah ça va grave aider à les chanter. Mais en plus de ça, le moindre perso à 3 qui tout d'un coup se retrouve à pouvoir chanter des rêves bleus et des tuons la bête, ou même des consonances sonatus, c'est super intéressant. Alors par contre, ça coûte cher de le mettre dedans pour 2. Donc au final, c'est pas non plus un truc que vous allez claquer tout le temps. Mais imaginez que l'Ariel qui avait déjà Meloman 7, bah si vous la mettez là-dedans, ça fait comme Meloman 9. Et du coup, bah c'est super fort. Non, franchement, Atlantica, il y a peut-être des trucs à faire. Carte très intéressante, je ne sais pas si elle rentre dans des decks, mais en tout cas, cette capacité est vraiment très particulière et je pense qu'il y a des choses à faire autour. Maintenant, il faut voir ce que les joueurs vont en faire. S'il y a des choses à créer avec, on verra. On parlait d'Atlantica et du coup, on tombe sur Ariel pour 6 non ancrables. 3-4, 3 de l'or hors d'atteinte. Donc déjà, qu'on a 3 de l'or hors d'atteinte, en général, on est intéressant. Certes, c'est non ancrable, mais de base, c'est intéressant. Mais en plus, si vous avez plus d'objets en jeu que chacun de vos adversaires, autant dire qu'en bleu, ça sera toujours le cas, ce personnage a plus de l'or. Oubliez Gaston. Voici le nouveau perso à 6 non ancrable que tous les decks Saphir vont jouer. Oubliez juste Gaston. Vraiment, entre ça et Belle, le bleu peut faire un paquet de l'or tellement rapidement. Le sous-fétiche qui va être encore plus content, parce qu'il y aura encore plus de cibles pour faire des trucs cool. Et en plus, elle a Ward, en plus, elle a hors d'atteinte. Imaginez, Belle, on peut la gérer. Gaston, on peut le gérer. Ariel, on pourra rien faire, elle est hors d'atteinte. À part de jouer Soyez prêts ou Trémène, on ne peut pas la gérer. Votre seule solution, c'est de gérer les objets et du coup, bah jouer gris ou jouer vert ou peut-être bleu avec des Judy Hopps, mais c'est pas facile. Cette carte est ultra forte. Cette carte va entrer dans les decks Saphir. C'est une certitude absolue à 100%. C'est trop balèze. Le Hidden Incaster, ça aussi c'est une capacité très intéressante parce que ça n'existait pas dans l'Arcana. Pour 2, c'est un objet non ancrable. Alors déjà, quand vous jouez cet objet, vous piochez une carte. Donc vous connaissez la chanson, les cartes qui se remplacent, c'est toujours bien parce que du coup, ça vous permet de plus facilement choper vos solutions. Mais surtout, quand cet objet est en jeu, toutes les cartes dans votre main comptent comme ayant le symbole ancrable. Ce qui veut dire que vous pouvez ancrer des cartes non ancrables quand ce bâton-là est en jeu. Et ils ont fait ça en émeraude. Ils savent ce qu'ils font. Alors, petit disclaimer. En émeraude, c'est très intéressant qu'il y ait vraiment cette espèce de, on va dire, mécanique de game design plutôt, où les cartes émeraude qui sont non ancrables, ben, il y en a beaucoup. Il y en a plus que dans les autres couleurs. Et souvent des fortes. Mais en même temps, en contrepartie, ils ont des cartes d'early très puissantes. Et en autre contrepartie, ils ont peu de cartes qui coûtent très cher. Ils n'ont pas besoin de monter beaucoup en encre. Donc c'est vraiment un équilibre qui s'est trouvé au sein de la faction. Et en fait, donner la capacité à Emerald de pouvoir avoir des cartes ancrables avec ce petit bâton, c'est très intéressant. Pour moi, c'est pas broken, ça ne casse pas le jeu, il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui m'en ont parlé, qui avaient un peu peur que bah, en fait, ça ruine les prochains designs parce qu'ils vont prendre ce bâton en compte forcément. Et du coup, ils vont faire des cartes non ancrables avec d'autres défauts parce que de toute façon, pour les rendre ancrables, non. Quand tu fais un jeu de cartes, tu designes pas comme ça. Quand tu fais un jeu de cartes, tu designes la carte dans une méta
mais c'est pas parce qu'une autre carte peut la rendre plus forte que tu dois la gérer différemment, etc. Non, non, les cartes non ancrables, ça sera toujours un malus, ça sera toujours de la même manière. Il n'y aura pas un malus moins fort sur non ancrable parce que cette carte existe, parce que cette carte, on peut la détruire, parce que cette carte, il faut l'avoir au bon moment, bref, il y a plein de choses derrière. Mais c'est une possibilité super intéressante pour l'Homeworld de se dire, bon, j'ai envie de jouer plein de cartes non ancrables super fortes, et je vais me permettre d'essayer de le jouer plein dans mon deck, et avec ce truc là, où je rajoute quand même encore plus de non ancrables, je peux m'en sortir. Maintenant, il faut l'avoir T2. Et le problème, c'est que T2, il y a Bucky, et rien que pour ça, ça va toujours être compliqué de sortir des decks qui jouent cette carte là. Pour 2 en Saphir Scuttle, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le goéland. C'est un goéland ou c'est un albatros? J'ai un doute. Non, c'est un albatros, je crois. Pour 2 ancrables, 1-3, 1 de l'or, quand vous jouez ce personnage, vous regardez les 4 cartes du dessus de vos decks, vous pouvez révéler un objet et le mettre dans votre main, et le reste vous le mettez en dessous. Alors, c'est pas mauvais comme capacité, mais même les decks qui jouent beaucoup d'objets, c'est-à-dire les decks qui vont en jouer 10, je pense par exemple au bleu au bleu rouge ou bleu gris, qui en général vont jouer 4 glaces à l'eau, 4 plumes en forme d'arête et 2 sous fétiche. Même quand tu as 10 cartes objets dans ton deck, t'es pas du tout sûr de les piocher avec cette carte là. Du coup, je suis pas forcément ultra fan. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut essayer de choper sa plume en forme d'arête pour ensuite la mettre en encre ou la jouer directement. Donc c'est toujours intéressant. Évidemment, une glace à l'eau, il y a des choses à choper. Mais c'est pas une capacité si folle que ça. Il faudrait des decks avec vraiment beaucoup d'objets pour que ce soit si fort. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'objets dans les decks. Je ne pense pas que ça sera joué. Il faudrait vraiment que les joueurs essayent cette carte et voir si jamais ça marche assez souvent. Mais pour moi, 10 cartes, c'est pas suffisant pour jouer ce genre de capacité dans l'Arcana. Les poids en forme de médaillon. Donc les fameux médaillons qu'on attache dans la scène de Comme un homme avec Mulan qui grimpe et tout. Évidemment, cette chanson est beaucoup trop épique. Et les médaillons, qu'est-ce qu'ils font de beau? Eh bien, les médaillons, c'est méga bien. Déjà, donc objet qui coûte 2 ancrables, c'est toujours intéressant que les objets soient ancrables. On peut l'incliner et payer 2. Choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour ce tour. Et attention, encore une fois, c'est plus 2 d'attaque tout court. Ça combotte avec tous les effets qui demandent d'avoir une force suffisamment élevée. Et donc, contrairement à des trucs comme offensif, là ça marche vraiment avec plein d'effets. Donc déjà, c'est vachement bien. On peut le donner à l'adversaire au cas où. S'il y a des combos à faire avec des personnages adverses qui ont de la force élevée, etc., on sait jamais. Et surtout, si le personnage en question fait un défi sur un autre personnage ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Et ça, c'est super fort. Il y a plein de cartes dans le jeu qui justement avaient des stats pas folles. Je pense à Raya par exemple. Raya, son problème à Raya, c'est qu'elle arrivait en jeu, et d'ailleurs elle pouvait taper plusieurs fois et se redresser, mais elle avait des stats nulles. Avec ça, non seulement elle commence à avoir d'attaque, donc elle peut vraiment bannir des gros trucs, et en plus de ça, elle pioche à chaque fois qu'elle fait un défi. Le Scar, évidemment, avec ça, il fait un nombre de cartes piochées de malade potentiellement. Donc les médaillons, franchement, super bon item en rubis. Vraiment excellente carte. Je pense que c'est en fait, de manière générale, tout ce qui fait de la pioche en rubis, c'est trop bien parce que c'est une couleur qui n'a pas de base. Donc ça va permettre de faire du rubis avec d'autres couleurs à côté qui ont de la pioche, qui ont un intérêt à aller attaquer l'adversaire et donc à jouer ce que le rubis fait de mieux, c'est-à-dire attaquer l'adversaire. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Marshmallow, 3 non ancrables, une 0-3 qui a plus 1 d'attaque pour chaque carte dans votre main. On la compare évidemment à Jafar qui a la même capacité mais qui a plus de l'or, plus de vie et qui est ancrable pour 1 de plus seulement. Donc Marshmallow ne sera pas joué parce que Jafar est bien meilleur, d'autant plus qu'il y a un alter Jafar. Désolé Marshmallow, tu n'es pas assez bon dans ce jeu malheureusement. Hades, alors là on va passer un peu de temps dessus quand même. Hades pour 4 ancrables. 3-3, 1 de l'or, avec une capacité très intéressante. Ce Hades, vous pouvez l'incliner, bannir un de vos propres personnages afin de jouer gratuitement un personnage qui a le même nom. Alors, je vois plein de gens être en mode « Waouh, c'est trop fort! Tu peux faire des trucs incroyables !» Je vous calme tout de suite, Mickey Trompette, il fait le même effet, sans bannir un de vos personnages, et c'est pas joué pour autant. Donc, clairement, je ne pense pas que ce Hades sera très joué. En fait, déjà, la plupart des personnages qui ont le même nom et qui coûtent plus cher, c'est des alters. Et en fait, typiquement, vous posez ce Hades au T4, au T5. Ça, vous pouvez bannir votre petite carte pour mettre un alter, mais si jamais c'est un alter qui coûtait 5, vous auriez pu le jouer de manière classique, sans bannir la petite carte, et sans incliner Hades, etc., sans passer du temps à faire ça. Alors bien sûr, c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit, vous pouvez jouer un autre truc à 5 à côté. Mais, est-ce que vraiment c'est si efficace que ça? Parce que votre Hades va se faire massacrer juste derrière. Et il aura fait ça une fois. À 3 de vie, il se prend la moindre gestion du monde, tout comme Mickey Trompette d'ailleurs.
Bon, Mickey Trompette, il prend perdu dans l'univers que propage Hades, ça se résume à ça, hein, grosso merdo. Donc, oui, et Clochette potentiellement. Bref, il prend plus de trucs, c'est vrai, Mickey Trompette. Mais donc, ce Hades, bah, j'ai un peu de mal. Les meilleures choses qu'il pourrait faire, ça serait de jouer une petite maléfique, genre la maléfique à 3 en violet. Ah non, ça marche pas. Non, justement, je pensais à Maléfique Dragon, mais à Maléfique Dragon, il n'y a pas de maléfique en rouge, donc ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de maléfique en vert non plus. Pour moi, un des meilleurs trucs qu'il peut faire, c'est utiliser le Mickey A3 en émeraude, que tu jouerais tour 3, tour 4 tu joueras Hades, et tour 5 tu enlèves ce Mickey là pour mettre Mickey brave petit tailleur, et donc il faudrait jouer vert rouge. Le Mickey brave petit tailleur tour 5, il peut être très embêtant à gérer. Ça, on peut l'admettre. C'est pas non plus truc de ouf, hein, mais on peut l'admettre que ça peut être ok. À part ça, franchement, en grosse carte qui coûte très cher, on pourrait essayer d'enlever un dingo pour mettre le gros dingo à 9. Peut-être. Peut-être des trucs comme ça, voilà, mais ça commence à partir dans des délires assez bizarres et souvent très compliqués à mettre en place. Sinon, les cartes les plus simples à utiliser comme ça, c'est des alters, mais comme je disais, les alters, à mes yeux, c'est pas assez rentable. Et il faut avoir les cartes en main tout en ayant Hades, ça demande quand même pas mal de complexité, alors qu'on pourrait juste jouer le alter et pas s'embêter à jouer le Hades et à perdre un tour, parce que quand même le tour 4, ça peut être un tour charnière dans les decks VR, parce que si jamais on joue vert gris, on a le Jafar qui va piocher potentiellement avec Floodboard, etc. Si jamais on joue vert violet, bah en violet, il y a les variants chèvres et la main à lapin. Donc le place à 4 est quand même compliqué à avoir. J'ai du mal à voir ce Hades être joué, clairement. Alors oui, il y a aussi le petit Tamatoa à 2 qu'on pourrait transformer en gros Tamatoa, mais bon, faudrait jouer vert bleu objet, on commence à rentrer dans les trucs bizarres. Por Unfortunate Soul, je sais plus comment elle le dit en français, mais je me souviens bien en anglais. Mia triste anima sola en italien. Donc pour 2 ancrables, c'est une chanson, et pour faire très simple, c'est emberlificotage, en plus cher mais en mieux. Parce qu'on peut remonter, que je trouve les bonnes cartes, voilà, on peut remonter en main un personnage, un lieu ou un objet qui coûte 2 ou moins. Emberlificotage coûte 1 de moins et fait ça mais pas au lieu. Donc là ça touche les lieux en plus, ça peut être intéressant. Autre intérêt, c'est que c'est surtout chantable, et du coup, un personnage à 2 qui chante ça au tour 2, qui remonte un tour 1 ou un tour 2 adverse en main, ça peut faire une sacrée tempo, et ça peut clairement faire la différence pour un deck rush. Donc, carte intéressante, ça pourrait remplacer les emberlificotages dans pas mal de decks, parce que le fait que ça touche les lieux et que c'est chantable, pour moi, ce sont des gros bonus. Donc maintenant, bah, à voir. Clairement à voir si jamais les decks trouvent de la place pour jouer cette carte-là. Aladdin, bah voilà, on a enfin un Aladdin 1, il était temps. Aladdin 1, le Olaf de l'acier, il était temps qu'ils en aient un aussi. Pour 1 3, 1 de l'or, pas grand chose à dire à part qu'on a enfin un Aladdin pas cher pour pouvoir shift les gros Aladdin dessus, les 2 alters qu'il y a. Sauf que le premier alter qui coûte pas cher qu'on a vu la dernière fois, il est pas ouf et que le gros alter n'est plus très joué en rubis actuellement. Donc tel quel, je suis pas ultra fan. Voilà. 1-3 c'est toujours intéressant d'en avoir, mais là en acier je vois pas trop l'intérêt. Il y a d'autres tours 1 bien plus intéressants. Raya. Alors Raya, elle est très intéressante, mais en même temps, pas assez. Pour 4, 3-3, 2 de l'or. Quand ce personnage est joué, vous pouvez redresser un personnage s'il se trouve sur un lieu. Et il ne peut pas partir à l'aventure, vous connaissez la chanson. Donc, c'est un le fou plus, parce qu'elle coûte plus cher, mais elle a de meilleures stats, elle a 2 de l'or, ce qui est très intéressant aussi. Mais il faut que le personnage soit sur un lieu. Alors peut-être dans les decks pirates rouge-gris, où il y a pas mal de lieux, et on met les personnages dessus et tout, ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, on pourrait redresser des pirates qui gagnent charge le tour même, etc. Enfin, bref, il y a peut-être des trucs à faire. Ou alors tu pars à l'aventure, puis tu pars taper. D'ailleurs, elle a des stats intéressantes. Ça se résume relativement à ça, on va pas se mentir, c'est pas non plus si incroyable que ça. Mais il y a peut-être des trucs à faire. Je demande à voir. Là, tel quel, je suis pas convaincu. Donald, et oui, la couleur acier, ou plutôt l'encre acier a de nouveau réussi à se dégoter la pire légendaire de tout le set. Et cette pire légendaire de tout le set, c'est Donald Duck, boucanier pour 4, qui a littéralement le même effet que Mulan, qui coûte 1 de plus. Mulan pour 1 de plus, c'est une 4-5 avec 1 de l'or aussi. Bah là, Donald, alors il est pirate et capitaine, ce qui peut donner des trucs intéressants. Avec le Jolly Roger, tout ça, il y a peut-être des choses à faire. Mais malheureusement, l'Orcana n'est pas un jeu où on construit un board, je le répéterai jamais assez. Et donc cette capacité est nulle, parce que contrairement à la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'était laquelle? C'était Anna. Contrairement à Anna, Donald, il doit et avoir du board, et surtout avoir des personnages en face qui sont inclinés. Sauf qu'il n'a pas charge. Sauf avec potentiellement Jolly Roger, mais s'il n'a pas charge, l'adversaire, bah, il va juste faire attention. Donc, bah, Donald, désolé, mais si Mulan n'est pas joué, bah, on jouera pas Donald. C'est aussi simple que ça. Donc,
c'est une légendaire acier nul, malheureusement. Donuld a réussi à être une légendaire nulle. Félicitations. Il n'usurpe pas sa réputation. Hey, eh ben, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait un hey super intéressant dans le jeu, c'est quand même le troisième hey, hein. Il y a un paquet de personnages qui sont pas en 3 exemplaires. Hein. Pour 3 ancrables, 2-3 de l'or, c'est des stats plutôt correctes, c'est des stats à la Benja, on aime bien. Et il a un effet intéressant. Quand on joue hey, si l'adversaire a plus d'encre en jeu que vous pouvez prendre la carte du dessus du deck et la mettre en encre face cachée, inclinée. C'est un Mickey détective avec de meilleures stats et ancrables, mais sous condition. Alors, très intéressant qu'en vert, en émeraude, on ait du ramp. On en parlait tout à l'heure avec le bâton, là, le Incaster, que justement, en émeraude, c'est pas la colo, on va très haut dans les encres en général. On n'a pas besoin de montrer TTO. On n'a pas les moyens non plus, parce qu'on a beaucoup non ancrables. Ici, ça peut être un moyen de contrer un peu ça, donc assez intéressant. C'est un personnage qui est fait pour être deuxième joueur. Comme ça, l'adversaire, il va ancrer en premier, vous avez juste à jouer A, vous mettez une encre, puis vous ancrez derrière et vous êtes tranquille. Donc en étant deuxième joueur, c'est jouable, ou alors en jouant contre du ramp. Évidemment, ils auront plus d'encre que vous en général, donc ça peut marcher. Ça fait pas un pourcentage des games si fou que ça. Alors, statistiquement, être deuxième joueur, c'est la moitié des games, mais ça veut dire que vous jouez votre AA au tour 4. Parce qu'on peut pas jouer tour 3 et faire sa capacité. Quand vous commencez le tour 3, vous avez 2 encres, vous n'avez pas de quoi jouer AA. Il faut ancrer une troisième carte, mais du coup ça vous met à égalité avec l'adversaire. AA ne marche plus. Il faut attendre le tour 4 et jouer une carte à 3 au tour 4. Donc vous flinguez votre tempo à jouer une carte qui fait pas grand chose pour gérer le board, etc. pour pouvoir gagner une encre. Bon, c'est du card advantage, mais je suis un peu dubitatif. À côté de ça, son avantage c'est que même s'il fait pas sa capa, ça reste 2-3-2 de l'or, ça reste ok tiers. Ça fera du lore au pire. Contre le ramp, on peut le jouer directement T3 potentiellement si l'adversaire a joué la plume en forme d'arrêt et l'a utilisé. Ça peut être intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que clairement, 50% des games pour le deuxième joueur, ça c'est ok, c'est admis. Par contre, les games où on joue contre ramp, c'est pas un pourcentage si élevé que ça non plus. Donc on va dire que même si jamais, imaginons la moitié de vos games c'est contre du ramp, on n'y est pas, hein, pas du tout. Et ce qui ferait que 75% ce AA est jouable de manière optimale, ça laisse 25% des games où ce n'est pas le cas. Et je sais pas si jamais vraiment on le joue. D'un côté, c'est un peu le cas aussi pour... comment il s'appelle? Pour Benja, il y a plein de games où il sert pas. Donc peut-être que ça marche. Pour moi, il faut vraiment essayer de le jouer pour voir si ça rentre. Mais le problème pour moi, c'est que dans 50% des cas où vous allez vouloir jouer, c'est quand vous êtes deuxième joueur. Et donc flinguer votre T4 pour jouer ça. Et franchement, c'est pas ouf. D'autant plus que ça veut dire que les AA derrière, bah, ils ne marcheront plus. Jamais. Donc je suis pas ultra fan de AA. Peter Pan, alors c'est marrant, c'est un peu l'inverse de l'ombre du Peter Pan. 3 non ancrables, 2-3 charges évasifs, et tous vos personnages avec évasif gagnent charge, là où l'ombre c'était tous vos personnages avec charge gagnent insaisissable. Je dis évasif, insaisissable, vous avez compris, des fois je suis un peu de franglais, je m'en excuse. Non ancrable, je suis désolé, hein, mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est quand même qu'il est meilleur que Rafiki potentiellement, parce que bien qu'il ait un d'attaque de moins, il est aussi insaisissable, et il donne... le coup de charge à vos autres insaisissables. Après, le problème, on en a déjà parlé, mais c'est que les insaisissables, ils sont bien meilleurs en tant que personnages qui font du lore qu'en tant que personnages qui gèrent le board. Et du coup, leur donner charge, c'est pas si fort que ça. Je trouve le fait de donner insaisissable aux charges bien plus intéressant que l'inverse. Donc, si l'ombre de Peter Pan n'était déjà pas joué, je pense que Peter Pan non plus ne sera pas joué. Cette version-là en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a aucune version de Peter Pan qui a été jouée. Hein. C'est quand même à noter ça, hein. C'est assez terrible. Namari, ah elle par contre elle est géniale. Namari pour 3 non ancrables, 2-3, encore une excellente carte pour Ruby. Namari, durant votre tour, quand ce personnage inflige des dégâts à un autre personnage dans un défi, vous pouvez infliger le même nombre de dégâts à un autre personnage. Si vous avez des boosts de force, c'est super fort, et même sans boost de force, ça veut dire qu'elle peut mettre 2 à 2 personnages à la fois. On sait qu'il y a une Mulan qui arrive qui tape 3 personnages à la fois, mais déjà de pouvoir taper 2 personnages à la fois, c'est super efficace, c'est le vrai bon outil anti-rush qu'on attendait dans un deck Ruby, qui a de toute façon plein de solutions, hein, clairement. Mais là, plutôt que jouer des reines de cœur, tu peux jouer Namari et d'ailleurs faire 2 sur 2 personnages à la fois. C'est super fort. Les dégâts directs, c'est toujours intéressant. Rouge gagne un petit moyen supplémentaire de faire des dégâts directs. Très intéressant, je trouve. Et si jamais vous avez des boosts de force avec, par exemple, les médaillons, le point en forme des médaillons là qu'on a eu tout à l'heure, c'est encore mieux. Clairement, c'est encore mieux. Peut-être médaillon lesté pour les poids. Ce serait un bon nom de carte.
Moi j'aimerais la traduction. En plus je connais les traducteurs maintenant, je peux même plus faire la vanne. Pour 30, Flotsam, pour 30, n'importe quoi, c'est la carte numéro 29 en plus, c'est pas la 30e. Carte numéro 29, Flotsam, le bébé d'Ursula. C'est donc les fameuses nouvelles versions de Flotsam et de Jetsam, qu'on va voir juste après, avec les yeux un peu bizarres et tout, vraiment, ils sont super stylés. Pour 3 non ancrables, 4-2, et si ce personnage est banni durant un défi, vous le remontez en main. Et tous vos Jetsam gagnent si ce personnage est banni dans un défi, on remonte le personnage en main. Rappelez-vous déjà qu'il y a le Jetsam et Flotsam Alter qu'on a vu qui est super intéressant. Bah là, c'est encore une excellente capacité à lui donner. Très clairement. Parce que déjà de base, pour 3, si jamais elle est bannie dans un défi, ça veut dire que bah, vous pouvez l'envoyer faire du lore à chaque tour. À 4 d'attaque, il y a des grandes chances que le truc qui la tape se fasse gérer. Et bah, s'il est banni dans un défi, bah, il remonte en main. Alors certes, 2 de vie, ça part sur qui ont la bête ou la moindre gestion. Mais tous les decks n'en jouent pas. Et du coup, ça, bah, il y a plein de decks, tu joues ça, bah, en face, il est en mode, je fais quoi? Est-ce que je le gère et il le rejoue? Et je me prends 4 dégâts en le gérant, en l'attaquant? C'est horrible. Donc, vraiment, très bonne carte. Et je commence, sincèrement, vraiment à me dire que, bah, les decks Jetsam, Flotsam, il y a peut-être un truc à faire, pour de vrai. Alors, c'est un Flotsam, en plus, ça tombe bien, parce que jusqu'à maintenant, les Flotsam étaient pas si ouf. Donc, ça permet d'avoir un peu des Jam et des Flotsam pour donner les trucs à tous les personnages. Non, non, franchement, trop bien, hein. Trop, trop bien. J'ai zoomé, hop là, Jetsam ensuite, pour 3 ancrables, pour le coup 2-4, avec offensif 2, et tous les Flotsam gagnent offensif 2, donc virtuellement c'est une 4-4 pour 3, bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas la 4-4 pour 3, c'est un peu comme Namari. Non, c'était pas Namari. Est-ce que c'est Namari? J'ai un doute. Personnage gris, non c'est Elga Sinclair, qui pour 3 est 2-4 avec offensif 2. Sauf que là en plus on donne offensif 2 au Flotsam, donc clairement un bon Jetsam, qui est une bonne carte. C'est du commun, sera facile à choper. Et il faut vraiment tester. Hein. Moi je dis vraiment le deck Jetsam Flotsam, faut tester, ça peut être super intéressant. Et enfin, la dernière carte de ce petit panel, un Philoctète non-nonsense instructor. Enfin Philoctète qui arrive dans le jeu. Alors en fait non pas du tout parce qu'il était déjà en saphir depuis le chapitre 1 et qu'en plus il était joué, donc je dis n'importe quoi. Pour 4, 2-3, 2 de l'or, tous vos héros ont offensif 1 et surtout quand vous jouez un héros ça gagne 1 de l'or. Très intéressant. Là, on a peut-être un personnage qui va... Voilà, on commence à avoir suffisamment de cartes là pour peut-être jouer du gris bleu héros ou un truc dans le genre. Parce qu'on commence à avoir des choses qui commencent à comboter. Et là, du gain de l'or passif sur le moindre héros, une sorte de chèvrification du moindre héros. Ça devient super intéressant. En plus, ils ont offensif 1 pour attaquer en cas de besoin. Lui-même a 2 de l'or, donc ça peut être un finisher. Voilà, il peut aider à finir au bout d'un moment dans la partie. Il n'a pas non plus des stats complètement nuls. Clairement, ce Philoctète, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vais faire une conclusion très très rapide, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a du contenu qui arrive très rapidement. Normalement, si cette vidéo sort samedi, ça veut dire que la rediff du best-of des games lyonnaises qu'on a commenté hier soir arrive dimanche. Donc voilà, plein de choses à faire, ça va être très très cool, plein de contenu. Et bah, on verra la semaine prochaine s'il y a autant de spoils qui sortent et on continuera sur le même rythme. Je vous fais des gros bisous et à bientôt tout le monde, ciao.